Voyons combien d'objets en forme de spirale tu vas pouvoir trouver autour de toi en ce moment. Je parie qu'il y en a plus que tu ne le penses. Une spirale est peut-être cachée dans les pétales de tes plantes d'intérieur. Une spirale se trouve probablement dans le coquillage que tu as rapporté de ta dernière sortie à la plage. Si aucun de ces objets ne figure dans ton environnement, va juste vers un miroir et tourne-toi un peu sur le côté. Au cas où tu ne l'aurais pas encore remarqué, même nos oreilles ont la forme d'une spirale. Pourquoi la nature semble-t-elle avoir une telle prédilection pour cette forme ? De nombreuses théories tentent d'expliquer ce phénomène étrange. L'une d'entre elles est basée sur la séquence de Fibonacci. Au départ, ce mathématicien italien ne s'intéressait pas vraiment aux spirales. Il étudiait les lapins lorsqu'il a eu l'idée de cette théorie. Fibonacci a inventé une séquence pour résoudre un problème de croissance d'une population de lapins. Recréons son expérience. Si on place un couple de lapins dans un espace clos, combien de couples de lapins y trouvera-t-on au bout d'un an ? Pour résoudre ce problème, Fibonacci a posé quelques conditions à son expérimentation théorique. Tous les lapins doivent naître par paire, un mâle et une femelle. De plus, les lapins peuvent commencer à se reproduire après un mois. Par ailleurs, chaque couple de lapins produit une paire de petits chaque mois. Et enfin, aucun des lapins ne meurt avant la fin de l'année. À partir de ces hypothèses, Fibonacci a établi la séquence suivante. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 et ainsi de suite. Les deux premiers nombres de la séquence, 1, 1, représentent le couple initial de lapins. Le nombre suivant, 2, représente le nombre de couples de lapins après le premier mois. Un couple de lapins de départ plus un couple de petits. Le quatrième chiffre, 3, correspond au nombre de couples après le deuxième mois. Deux couples des lapins initiaux plus un couple de descendants. Et ainsi de suite. Il s'est aperçu rapidement que sa série était constituée de chiffres dont chacun était la somme des deux précédents. De nombreux autres mathématiciens se sont penchés sur cette séquence au fil des années. Ils ont rapidement été surpris de découvrir que ce système se retrouvait dans de nombreuses structures naturelles, telles que la disposition des feuilles sur une tige et celle des graines sur un tournesol. Si tu ne comprends pas pourquoi il en est ainsi, prends une feuille de papier et un stylo. Ensemble, nous allons essayer de dessiner la spirale de Fibonacci. Tu devras commencer par un petit cercle au centre de ta feuille, puis dessiner des cercles plus grands autour, sans lever le stylo de la feuille, en utilisant les chiffres de la suite de Fibonacci. Par exemple, le premier cercle a une largeur de 0 unité, le deuxième cercle a une largeur de 1 unité, le troisième cercle de 1 unité, et ainsi de suite. Au fur et à mesure que nous ajoutons des cercles, ils s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres pour former une spirale. La spirale devient de plus en plus grande, mais elle suit toujours le même modèle basé sur la séquence de Fibonacci. Un autre spiraliste célèbre s'appelait James Bell Pettigrew. Ce naturaliste écossais était fasciné par le mystère des spirales qu'il remarquait presque partout dans la nature. Il les a étudiées à toutes les échelles, des nébuleuses géantes de l'espace aux minuscules molécules. Malgré ses recherches, il ne parvenait pas à comprendre l'origine de la spirale. Il était persuadé qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène physique et que les organes des plantes et des animaux n'avaient pas seulement la forme d'une spirale, mais qu'ils fonctionnaient également de manière spiralée. Au centre de ses travaux sur cette forme unique se trouvait le cœur humain. Pettigrew pensait que la structure en spirale du cœur était le mystère de tous les mystères. Il estimait également que cette configuration était à l'origine des contractions musculaires et de la façon dont le sang semblait circuler dans nos cœurs. La raison pour laquelle la spirale semble être omniprésente est peut-être très simple, son efficacité. Prenons l'exemple du banal tournesol. Il a trouvé un moyen de présenter ses graines afin de les exposer au soleil de manière uniforme, sans perdre d'espace et sans être limité dans sa croissance. Les escaliers en colimaçon sont également un bon exemple. Ils sont tout simplement plus pratiques. Il est plus facile de les monter et ils prennent moins de place que les escaliers habituels. Nous sommes également plus enclins à remarquer cette forme que d'autres. En effet, une forme en spirale, ou ses proportions, est plus esthétique pour l'œil humain. C'est la raison pour laquelle les architectes d'intérieur, les artistes ou les illustrateurs utilisent souvent ces principes dans leur travail. Le symbole de la spirale est également le plus ancien que l'on trouve sur tous les continents civilisés.
Certains historiens sont convaincus que, dans l'art asiatique, la spirale pourrait représenter le soleil, car elle a été retrouvée sur des tuiles de toit datant de la dynastie Tang, près de l'ancienne ville de Chang'an. Les scientifiques supposent qu'il représente le cycle de la vie, la façon dont nous passons et renaissons d'une manière ou d'une autre. C'est probablement parce que dans certaines civilisations anciennes, les gens croyaient que le soleil naissait chaque jour, s'éteignait chaque nuit et renaissait le matin suivant. Tu as peut-être aussi remarqué que la spirale est un symbole associé à l'hypnose et à l'étourdissement. Il n'existe aucune preuve réelle que l'on puisse hypnotiser quelqu'un en lui faisant fixer une spirale pendant un certain temps. Mais ses effets sur notre capacité à nous concentrer et sur nos nerfs optiques sont évidents. Après avoir fixé une spirale en rotation pendant un certain temps, on remarque que les objets deviennent plus petits ou plus grands en fonction de la direction de la spirale. Il est facile de comprendre pourquoi certains ressentent cette sensation comme hypnotisante. L'une des caractéristiques les plus distinctives de l'ADN est sa forme en spirale. C'est ce qu'on appelle la double hélice. La double hélice se forme lorsque deux brins d'ADN s'enroulent l'un autour de l'autre, comme une échelle qui se forme en spirale. Cette forme est essentielle pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, la forme en spirale permet à l'ADN d'être compact et efficace. La double hélice peut contenir une grande quantité d'informations génétiques dans un minimum d'espace, ce qui permet aux cellules de stocker de vastes quantités de matériel génétique dans un périmètre restreint. Deuxièmement, la forme en spirale permet à l'ADN d'être flexible et de réagir aux changements de notre environnement. Comme la double hélice est composée de deux brins qui peuvent se déplacer l'un par rapport à l'autre, notre ADN peut changer de forme. Enfin, la forme en spirale de l'ADN lui permet d'interagir avec d'autres molécules dans la cellule. Prenons une vue d'ensemble. Je veux parler de la plus grande d'entre elles, celle des galaxies que l'on trouve dans notre univers. Elles ont également la forme d'une spirale en raison de leur rotation et de la présence de matière noire. Lorsque la galaxie tourne, les étoiles et les nuages de gaz qu'elle contient se déplacent de façon circulaire autour de son centre. Ce mouvement crée une forme de spirale car les étoiles et les nuages de gaz sont attirés vers le centre de tout le système. En outre, la présence de matière noire, qui est un type de substance qui n'interagit pas avec la lumière, crée des forces gravitationnelles qui contribuent à donner à la galaxie la forme d'une spirale. Mais il n'est pas nécessaire de chercher aussi loin pour comprendre l'importance des spirales. Ton tire-bouchon a lui aussi la forme d'une spirale, car il te permet d'ouvrir plus facilement la bouteille de vin. La vis que tu as plantée dans le mur pour accrocher un tableau est également en forme de spirale. Celle-ci lui confère une adhérence et une stabilité accrue. Tu as un carnet de notes sur ton bureau ? Ces pages sont peut-être maintenues ensemble par un fil métallique spiralé. Cela permet de feuilleter plus facilement le carnet sans en abîmer les pages. Même les cheveux peuvent avoir une forme bouclée. Plus ils sont bouclés, plus ils sont secs. Cela signifie que le sébum du cuir chevelu se dépose plus lentement sur la mèche, ce qui facilite l'entretien et le nettoyage. Si tout cela t'a un peu tourné la tête, repose-toi. On a fait le tour du sujet. Sur la Lune, le fer est conservé dans un état impeccable, car il n'y a pas d'oxygène. Il ne peut tout simplement pas y rouiller. Mais il y a quelques semaines à peine, les scientifiques ont fait une découverte inattendue. Dans les régions supérieures de notre satellite, le fer est oxydé et il rouille. Au début, cette découverte a laissé des astronomes perplexes. La présence de rouille pourrait signifier que les gens peuvent respirer au moins dans certaines régions de la Lune. Mais ensuite, l'explication a fait surface. L'oxygène aurait pu atteindre la roche sans vie depuis notre propre planète. En l'absence d'atmosphère, les vents solaires balaient la Lune sans relâche, et rien ne peut les arrêter. Ces éruptions pourraient aspirer un peu d'oxygène des couches supérieures de l'atmosphère terrestre et l'acheminer jusqu'à la Lune. Les molécules s'immobilisent alors aux points les plus élevés de la surface de la Lune. Cela expliquerait pourquoi les métaux ne s'oxydent pas dans les ravins et surtout sous la surface du satellite. Tant que nous sommes sur ce sujet, on a longtemps cru que la Lune s'était formée à la suite d'un énorme impact avec la Terre. Un corps céleste de la taille de Mars aurait pu s'enfoncer dans notre planète et faire éclater une partie de sa croûte. Les débris résultants se sont alors rassemblés en une boule serrée qui est devenue plus tard notre Lune. Mais il y a une question qui dérange les scientifiques. La croûte terrestre est pauvre en métaux. Alors comment se fait-il que la Lune contienne autant de minerais ? Les dernières recherches écartent la théorie principale, si bien qu'en 2020, nous ne savons toujours rien de l'existence de notre plus proche voisin.
Il y a cependant des nouvelles. Les astronomes du MIT ont enregistré un signal répétitif à 500 millions d'années-lumière de distance. Ces signaux sont appelés sursauts radio rapides ou FRB, Fast Radio Burst, et il s'agit généralement d'événements singuliers. Personne ne sait quelles sont leurs sources, mais il peut s'agir de supernovas ou de sursauts d'énergie provenant de quasars. Cette répétition est cependant assez effrayante, car elle est régulière. Pendant 4 jours, les équipements radio captent des signaux en permanence, puis ils s'arrêtent brusquement. Mais après 12 jours, le même schéma recommence. 4 jours de sursauts radio constants et 12 autres jours de silence. Les astronomes ont réussi à localiser le signal comme provenant d'une galaxie située à un demi-milliard d'années-lumière de nous. Mais on ne sait toujours pas ce qui en est la cause. Il peut s'agir d'un quasar en rotation ou d'un trou noir supermassif, mais une technologie extraterrestre n'est pas exclue non plus. En parlant de cela, il pourrait y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre dans la seule galaxie de la Voie lactée. Les dernières données ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 peut avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Et pas n'importe quelle planète. Elle a un noyau et une surface rocheuse, et sa taille est comparable à celle de la Terre. En se trouvant dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de devenir l'habitat d'êtres vivants, de microbes au moins. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut dire sans risque qu'au moins une d'entre elles est non seulement habitable, mais déjà habitée. Et maintenant, multiplie cela par le nombre de galaxies dans l'univers, en considérant également que nombre d'entre elles sont beaucoup plus grandes que la Voie lactée. Cela nous donne des milliards et des milliards d'étoiles semblables au Soleil et de planètes semblables à la Terre. Et certaines d'entre elles y sont sûrement plus semblables que d'autres. Une de ces planètes est peut-être plus proche que tu ne le penses. Vénus, la sœur maléfique de la Terre, pourrait abriter une vie microscopique. Même si sa surface est aussi chaude qu'une fournaise et arrosée par les pluies acides des nuages de dioxyde de carbone, il pourrait y avoir quelque chose de vivant dans son atmosphère. Les scientifiques ont récemment relevé des traces d'un gaz appelé phosphine qui peut être produit par des micro-organismes. En très petite quantité, il pourrait apparaître par des moyens non organiques. Mais les télescopes ont trouvé beaucoup plus de ce gaz. Cette découverte a été une énorme surprise, car on pensait que Vénus était trop inhospitalière pour toute forme de vie. Mais aujourd'hui, elle pourrait devenir la toute première planète, en dehors de la Terre, à abriter des êtres vivants. Les microbes qui produisent la phosphine vivent probablement dans les nuages acides et ils n'ont pas besoin d'oxygène pour survivre. Un autre monde prometteur a été soudainement découvert en fouillant les données d'un vieux télescope spatial. En 2018, les astronomes ont analysé les informations reçues du télescope Kepler et, comme d'habitude, ont écarté les pièces qu'ils ne jugeaient pas pertinentes. Mais 2 ans plus tard, en fouillant dans ces vieilles données, les scientifiques ont remarqué qu'un objet avait été mal identifié. Il s'agissait d'une exoplanète située à 300 années-lumière de la Terre et tellement semblable à celle-ci qu'elle était presque un double de notre planète mère. Kepler 1649c n'est que 6% plus grande que la Terre et est probablement constituée des mêmes minéraux. Elle reçoit également de son étoile environ autant de lumière et d'énergie que nous en recevons du Soleil. Le seul problème pour l'instant est que l'étoile pourrait s'emballer trop souvent, ce qui rendrait la surface de la planète trop chaude et brûlerait son atmosphère. Pourtant, nous n'en avons pas encore la preuve et nous pourrions avoir une planète potentiellement habitable assez proche de chez nous. AU Microscopie, ou AUMIC en abrégé, est en fait le berceau d'un nouveau système stellaire qui pourrait être observé directement. Il est très proche, à seulement 32 années-lumière, et l'étoile est très jeune, environ 150 fois plus jeune que notre Soleil. À l'échelle cosmique, elle est comme un nouveau-né, et tu peux encore voir un nuage de débris tourbillonnant autour d'elle depuis sa naissance. Mais les curiosités ne s'arrêtent pas là. La NASA a ajouté une affiche mettant en scène AUMIC dans sa série Galaxie des horreurs, en raison de la planète qui tourne autour de l'étoile. AUMIC B est si proche de son Soleil qu'elle fait un tour complet autour de lui en seulement 8,5 jours. Étant si jeune, l'étoile fait souvent des caprices, ce qui entraîne d'horribles doses de rayonnement solaire qui prennent d'assaut la pauvre planète. Comme tu peux le deviner, aucune vie n'est possible dans de telles conditions. Néanmoins, les scientifiques sont heureux d'avoir trouvé ce système, car il permet de comprendre comment les étoiles et les systèmes stellaires se forment. Revenons à la Terre. Les changements climatiques auxquels nous assistons font très probablement partie d'un cycle naturel. Des chercheurs de l'Université de Californie, Santa Cruz, ont mis au point un schéma des variations climatiques de notre planète et elles ressemblent à des saisons extrêmement longues.
Parfois, ces états peuvent durer des millions d'années, et ils sont tous liés à la position de la Terre par rapport au Soleil. Les saisons ont été baptisées Ice House, Cool House, Warm House et Hot House, en raison des températures dominantes. Par exemple, depuis 3 millions d'années, notre planète est dans un état d'Ice House, glaciaire, puisque la dernière période glaciaire ne remonte pas assez loin. Mais les actions de l'humanité, qui s'ajoutent à l'effet de serre, ont fait passer l'état climatique à l'état de Warm House bien plus rapidement qu'il ne l'aurait fait sans nous. Bientôt, la température globale de la Terre atteindra des valeurs tropicales, ce que la planète n'a pas vu depuis plus de 50 millions d'années. Quelle époque pour être en vie! L'eau sur Terre est en fait un puzzle enveloppé de mystères et rempli d'énigmes. La théorie la plus populaire est qu'elle a été apportée sur notre planète par des comètes et des astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux non seulement de puissants cratères, mais aussi la substance liquide grâce à laquelle nous pouvons maintenant prospérer. Mais il y a maintenant une nouvelle avancée qui suggère un autre scénario. Dans l'espace, il y a beaucoup de matière organique, et dans certaines conditions, elle pourrait produire tellement d'eau qu'elle suffirait à remplir 1000 fois nos océans. Les chercheurs ont mené une expérience au cours de laquelle ils ont chauffé cette matière organique et obtenu de l'eau claire et du pétrole. Si cela est confirmé dans de futures études, cela pourrait signifier que même le pétrole est apparu sur Terre, non seulement grâce à des restes fossilisés d'êtres vivants, mais aussi en provenance de l'espace. Tu te souviens de l'énorme astéroïde qui a conduit à l'extinction des dinosaures? Eh bien, je n'étais pas là à l'époque, mais les scientifiques disent que cela pourrait être causé par quelque chose d'entièrement différent. Au moins une extinction massive a probablement été le résultat de l'explosion d'une supernova très loin de notre planète. Une explosion d'étoiles aussi puissante que tu peux l'imaginer a un jour éclairé la Terre plus que le Soleil, et rapidement, ces rayons UV et cosmiques ont atteint la couche d'ozone de notre planète. Comme ils l'ont fait, la couverture protectrice de la planète a été brûlée, et tout ce qui se trouvait en dessous en a subi les conséquences. Il a fallu des centaines de milliers d'années à la Terre pour se remettre de cet assaut. Et si cela se reproduit, ce qui pourrait arriver, nous ne pourrons pas survivre. Heureusement, l'événement le plus proche est l'explosion de Bételgeuse, et cette étoile est bien trop éloignée de nous pour faire de sérieux dégâts. Le 2 août 1996, d'immenses dessins mystérieux sont apparus dans un champ agricole à Chiseldon, en Angleterre. Personne ne savait ce qu'étaient ces symboles et qui en était l'auteur. Dès que les journaux en ont parlé, les habitants ont immédiatement commencé à faire des suppositions. Selon la version la plus populaire, il s'agissait du message d'une civilisation extraterrestre. Les premiers agroglyphes sont apparus dans les années 70 dans différentes régions des États-Unis et de l'Angleterre. Certaines personnes comparent ces symboles aux inscriptions des anciens Mayas. D'autres pensaient qu'il s'agissait de messages relatifs à une apocalypse imminente. Mais la plupart s'accordaient sur le fait qu'ils étaient le fait d'une civilisation inconnue. Ce motif géographique à Chiseldon est toutefois différent des autres en raison d'un événement qui s'est produit 8 ans plus tard. En 2004, un homme a trouvé une pierre étrange à 17 km de Roswell au Nouveau-Mexique. Il y avait sur la pierre le même motif que dans le champ de Chiseldon. Il faut savoir que Roswell est devenu un lieu célèbre après le crash supposé d'un vaisseau spatial venu d'une autre planète. Du coup, lorsque l'agriculteur a trouvé cette pierre et en a publié une photo sur Internet, nombreux sont ceux qui se sont dit qu'elle avait un lien avec ce vaisseau. La pierre était parfaitement lisse et le motif y avait été dessiné avec une précision extraordinaire. Mais le plus remarquable, c'était ses propriétés magnétiques. Elle se mettait à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsqu'on plaçait un aimant à côté, au nord. Lorsqu'on plaçait l'aimant côté sud, la pierre tournait dans l'autre sens. Grâce à l'analyse tomographique et aux rayons X, on a pu constater que rien à l'intérieur de la pierre ne pouvait entraîner cette rotation. Il ne s'agissait que d'un morceau de roche lisse. La pierre de Roswell venait-elle vraiment d'un vaisseau spatial? Pour répondre à cette question, nous devons nous rendre en Angleterre en 1976. Un artiste du nom de Doug Bauer proposa à son ami Dave Shorley de créer une œuvre d'art spectaculaire. À cette époque, on ne connaissait les agroglyphes que par les livres et les disques. Et bien sûr, la réalité de ce phénomène n'avait jamais été confirmée scientifiquement. Les deux amis savaient que tout cela n'était que superstition. Ils décidèrent donc de dessiner un grand motif dans un champ de blé du Wiltshire. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur dessin attire autant l'attention. Un grand nombre de journaux publièrent des articles sur ces mystérieux cercles. Des centaines de journalistes vinrent les filmer et les gens furent stupéfaits devant leur télévision. À partir de là, les agroglyphes devinrent un véritable phénomène culturel.
En mêlant faits et fiction, on donne naissance à des légendes de plus en plus invraisemblables. Une personne déclara avoir vu des lumières mystérieuses dans le ciel juste au-dessus des cercles. Et nos deux amis continuèrent à dessiner des motifs dans des champs et ne révélèrent leurs secrets qu'en 2009. Ils furent également les auteurs du dessin de Cheseldon, mais ils n'avaient rien à voir avec la pierre de Roswell. Ils ont plus tard affirmé qu'il ne pouvait s'agir que d'un faux. D'autres artistes avaient très bien pu copier leurs motifs en utilisant des outils adéquats. L'un des livres les plus mystérieux du monde est le manuscrit de Voynich. Personne ne sait qui en est son auteur, mais on sait qu'il date du XVe siècle. Le contenu de ce livre, composé de 240 pages, reste un mystère depuis plus de 500 ans. Imagine ça, tout y a été écrit à la main dans une langue inconnue. Presque toutes les pages sont ornées d'étranges représentations féminines et de plantes bizarres. Le livre, qui a été découvert en 1912, a immédiatement fait sensation. De nombreux scientifiques, polyglottes et historiens ont essayé de déchiffrer sa langue et d'en comprendre le sens. Ils l'ont ensuite publié en ligne afin que les internautes tentent d'en résoudre les mystères. Et il semble qu'un certain Nicholas Gibbs, un historien et écrivain, ait réussi. Il avait passé des années à étudier le latin et la littérature médiévale. Gibbs remarqua un jour que le manuscrit contenait des abréviations latines souvent utilisées dans les traités médicaux et la littérature du Moyen-Âge. Il découvrit même que l'ouvrage était un plagiat d'autres livres de référence plus anciens. Il compara le manuscrit de Voynich à d'autres manuscrits et y trouva les mêmes mots latins en de nombreux endroits. Sa conclusion fut qu'il s'agissait d'un ouvrage médical sur la santé des femmes et que ces fleurs mystérieuses étaient de véritables herbes et plantes. Mais ce n'était pas si simple. Nicholas Gibbs était loin d'être le seul à avoir avancé cette théorie. De nombreux scientifiques jugèrent sa version banale et peu convaincante. D'autres déchiffreurs affirmèrent que l'auteur était un véritable cryptographe. D'autres encore étaient sûrs que le manuscrit avait été écrit par des moniales dominicaines. On l'a également décrit comme un livre sur l'astrologie et les plantes médicinales. Quoi qu'il en soit, tu peux en trouver des scans de haute qualité sur Internet et essayer toi aussi de le déchiffrer. Imagine que tu te promènes à New York et que tu pénètres dans une ruelle sombre et déserte. À un moment, tu vois une magnifique toile qui dépasse d'une poubelle. Tu ne comprends pas vraiment ce qui y est représenté, mais tu te dis quand même qu'il s'agit là d'une puissante œuvre d'art. Tu ramènes la toile chez toi et tu l'accroches à ton mur. Et elle reste là pendant presque 4 ans. Un jour, tu publies une photo de ton tableau sur un site consacré aux objets d'art et tu découvres que cette toile est un chef-d'œuvre disparu d'une valeur d'1 million de dollars. C'est une histoire vraie, c'est arrivé à une New-Yorkaise en 2003. Ce tableau intitulé « 3 personnes » a été peint en 1970 par le célèbre artiste mexicain Rufino Tamayo. Un collectionneur l'avait acheté et offert à sa femme. Mais en 1989, quelqu'un avait volé l'œuvre pendant qu'ils déménageaient dans leur nouvelle maison. Le voleur n'aimait peut-être pas les tableaux ou il est possible qu'il n'ait pas trouvé d'acheteur et qu'il s'en soit tout simplement débarrassé. La femme qui l'a trouvé a rendu l'œuvre à son propriétaire et a reçu une récompense de 15 000 $. Il arrive fréquemment que des tableaux finissent dans les poubelles. Van Gogh offrait souvent ses œuvres, mais ceux qui les recevaient ne le prenaient pas au sérieux à l'époque. Lorsque certains de ces tableaux ont été trouvés des années plus tard, ils ont été estimés à des dizaines de millions d'euros. Par exemple, l'artiste avait donné l'un de ses portraits à son médecin. Celui-ci fut horrifié par le style trop moderne du peintre. C'était peut-être la chevelure rouge qui ne lui plaisait pas. Il donna le portrait à sa mère qui lui trouva un usage. Elle boucha un trou de son poulailler avec le tableau. Pendant plus de 10 ans, les poulets de cette dame vécurent avec l'œuvre d'art. Puis, un autre artiste trouva le tableau. Il l'acheta au docteur pour quelques centimes. Aujourd'hui, il est estimé à 50 millions de $. Il s'est produit quelque chose de semblable avec une œuvre d'art mise au rebut en Italie. Un jardinier travaillait au musée d'art moderne Ricci Audi. En taillant le lierre des murs du bâtiment, il a découvert une vieille porte métallique cachée. Il l'a ouverte et est entré dans une pièce sombre. Il y avait un sac poubelle posé là. Le jardinier pensait devoir le jeter, mais il a d'abord décidé de regarder dedans. Et il a trouvé l'œuvre perdue du célèbre artiste Gustav Klimt. Pendant la rénovation de la galerie en 1997, quelqu'un avait volé le tableau intitulé « Portrait d'une dame » et il s'avérait que le voleur ne l'avait jamais sorti du bâtiment. Sa valeur est estimée à 66 millions d'euros. En 1901, des pêcheurs d'éponges de mer ont découvert un coffre mystérieux dans les fonds marins grecs.
Il y avait un objet étrange à l'intérieur, une espèce d'horloge mécanique de la taille d'une boîte à chaussures. La découverte a vite attiré l'attention des archéologues. Et ils ont établi que cet objet avait été créé en Grèce antique il y a environ 2200 ans. Ils l'ont appelé le mécanisme d'Anticythère. Il se trouve aujourd'hui au Musée archéologique national d'Athènes. Les experts ont constaté que cet objet ne comporte que 82 pièces, soit un tiers du mécanisme original. On ne sait toujours pas qui l'a créé et comment il fonctionne. Mais les spécialistes pensent qu'il s'agissait d'un ordinateur mécanique doté d'engrenages en bronze. Il aurait été utilisé pour le calcul astronomique. La machine pouvait enregistrer les mouvements du Soleil, de la Lune et de 5 planètes du système solaire. Les experts essaient encore d'en comprendre toutes les fonctionnalités. On considère que c'est le plus vieil ordinateur du monde. Cela prouve que le développement technologique de l'Antiquité était bien plus avancé que ce que nous pensons généralement.